ça vient, cette idée d'anthropéenne? Bon, alors, d'abord, merci pour cette invitation. Merci à la Casca. Merci, bien sûr, à Monica de se prêter à cet échange qui me ravit, qui me plaît beaucoup. Alors, Anthropède, on va le dire quand même, c'est un dictionnaire francophone d'anthropologie ancré dans le contemporain. Ce dictionnaire, on a dit, on ne sait pas trop comment le nommer, mais on va comprendre pourquoi on affirme une chose pareille, parce que oui, dictionnaire, mais il y a beaucoup de questions on peut accrocher à ça. D'où ça vient? Mais d'abord, c'est l'anthropologie qui génère l'anthropologie, puisque en 2007, il y a eu un colloque international de la revue Anthropologie et Société, qui n'a pas besoin de présentation, où il y a 600 anthropologues francophones qui ont participé. Et l'idée qui est venue d'un certain nombre de participants, notamment Mondar Kilani, qui co-dirige le dictionnaire, qui est à l'Université de Lausanne. L'idée était de développer un projet international fédérateur parce qu'on a eu du plaisir d'avoir un colloque de ce type qui réunissait autant d'anthropologues du monde francophone. Alors de là, à ce moment-là, est né un réseau informel d'intérêt et du goût vraiment, pour le goût de développer différentes choses au service de l'anthropologie, au service de la discipline. L'une des premières initiatives, ça a été le manifeste de Lausanne. Pourquoi Lausanne? Parce que finalement, on a commencé à travailler vraiment très directement ce manifeste là, à Lausanne, à l'Université de Lausanne, du côté évidemment des antres, des anthropologues. Et l'idée était à ce moment-là, on parlait de globalisation des cultures, on parlait des inquiétudes aussi pour l'avenir de l'anthropologie, pour toutes sortes de raisons. Et on s'est dit, on va réaffirmer cette anthropologie, mais depuis le monde francophone, parce qu'on avait des gens qui venaient des différents pays francophones de l'Europe, et bien sûr des Canadiens, des Québécois, mais il y avait aussi des gens de l'Afrique, des États-Unis. Et là, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, ce manifeste a été écrit et coécrit avec Monder, Kilani, et on a eu l'idée de d'accrocher à cette affirmation et cette réflexion sur l'état de la discipline à la fin de la première décennie des années 2000, une série de termes, une soixantaine de termes pour parler de quoi? Une anthropologie qui se voulait non hégémonique, c'est-à-dire qui pouvait se développer, être visibilisée, être stimulée euh, dans des lieux qui ne sont pas nécessairement les lieux habituels du centre, finalement, où sont situés les centres de la discipline. On parle, bien entendu, des États-Unis et de la France et du Royaume-Uni. Là, on était ailleurs, dans d'autres choses et dans le désir aussi de pouvoir exprimer nos perspectives sur l'anthropologie euh, en utilisant le français. Alors ça a été le point de départ. Mais ensuite, ces 60 termes-là, Donc, c'était le avant que tu parles de ces 300 termes, je voulais juste en fait, le fait de le faire à partir du monde francophone, à la fois, c'était pour un peu contrecarrer l'hégémonie anglophone dans la discipline, oui, oui, mais aussi, j'imagine que ça voulait dire composer avec des problèmes internes d'hégémonie à l'intérieur de la francophonie. oui, bien sûr, ça voulait dire, par exemple, dans le champ de la publication, on ne se le cache pas, on sait que il y a une très forte mainmise des grands éditeurs euh, anglo-américains sur l'univers des publications scientifiques. On n'était pas tout à fait exactement à ce point-là au moment de notre réflexion. C'était beaucoup plus de communiquer entre nous dans un contexte international, d'ouvrir finalement euh, à l'anthropologie toute une série de portes qui habituellement sont pas les premières qu'on va prendre pour avancer et partager nos idées.
Alors, il y avait ça, sincèrement. Et le manifeste a été très important dans ce moment collectif avec ces 60 entrées pour définir, parler de ce que serait une anthropologie non hégémonique, c'est-à-dire sortie des cadres habituels, soit des centres de production, soit des centres de publication. Donc, des D'accord. lieux de production et de contrôle les plus évidents, les plus Donc, visibles. le cœur, c'est un projet de publication, Oui, aussi dans une tentative de ne pas imposer une sélection canonique de termes et donc le choix d'utiliser le format de termes qui sont finalement des concepts qui ouvrent la porte à la réflexion. C'est une sorte de manière d'agir qui se voulait anticanonique. tout à fait. Tout à fait. Anticanonique au sens où euh, on peut se permettre des écarts par rapport aux habitudes et de réflexion et de publication et de communication. Donc, ouvrir un chemin. Et là, Anthropène, après le manifeste, c'est une idée que j'ai proposée à tous ceux qui étaient autour de la publication du manifeste. Donc, c'était, et pourquoi pas poursuivre? Hein? On a fait déjà 60 entrées, ça s'est très bien passé. Tous les participants qui étaient autour de ce manifeste ont collaboré de façon merveilleuse. Continuons. Pensons à faire un dictionnaire. Bon, c'était très, très, très ambitieux. Donc, Francine, si je comprends bien, le format vous appelez ça un dictionnaire, c'est autour de certains termes. Mais pour plusieurs personnes, dont au début moi, le terme dictionnaire pour moi est en fait canonique. Ça veut dire que ça définit les termes pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment, vraiment. Tandis qu'en fait, c'était pas du tout votre idée. Donc, comment vous avez fait pour bâtir, en fait, si je comprends bien ce que vous avez proposé, et puis la mouture actuelle, et on reviendra à ça, c'est l'idée de bâtir jusqu'à 300 entrées. Alors, ces entrées-là, comment tu fais une entrée anticanonique d'un dictionnaire? Bon, d'abord, revenons sur le mot dictionnaire. On parle d'un dictionnaire à format plutôt encyclopédique, mais en fait, on est entre l'encyclopédie et le dictionnaire dans l'ancien monde hein, de la publication. Dans ce cas-là, il est adapté au web, puisque c'est un dictionnaire en libre accès. De là, le mot open, hein, qui vient jouer sur, comme tu l'as bien dit, là, une face bilingue pour nommer cet outil. Adapté au web, ça veut dire d'utiliser aussi pour nous, ça voulait dire d'utiliser toutes les possibilités que nous offre le web et justement le canonique. D'un côté, c'est dire oui, on va essayer d'avoir 300 entrées qui vont couvrir dans ses plus grandes parties ce qu'est la discipline aujourd'hui, dans le monde contemporain et aussi dans le monde francophone. On va revenir sur la question linguistique. Et lorsqu'on parle du web, on parle de la possibilité d'ouvrir constamment hein, des contenus, c'est bien plus simple aujourd'hui que ça ne le fut dans l'ancien monde. Alors, l'idée à la question, comment on fait pour faire quelque chose qui n'est pas canonique, mais d'abord, c'est qu'on fait un outil qui va être ouvert, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité, en des temps opportuns, de réouvrir, de poursuivre, un peu comme on avait première édition, deuxième édition, troisième édition, mais ça pourra bouger. Pour l'instant, on ne le fait pas, mais on a l'outil pour le faire. La deuxième chose, c'est le non canonique, c'est quand même aussi de pouvoir affirmer des principes à l'intérieur du dictionnaire qui vont du côté de la décolonisation des savoirs au maximum. C'est pas si simple que ça. Tout le monde n'est pas au même endroit hein, dans cette grande aventure de la discipline que nous vivons tous. Ça peut vouloir dire aussi d'ouvrir à des contenus qui habituellement n'étaient pas dans les dictionnaires en anthropologie, tout au moins. Donc, on part de ce que font les chercheurs, d'abord et avant tout. On n'a pas, et je le dis, là, on n'a jamais eu un plan pour développer le dictionnaire. Ça a été finalement de voir un peu qu'est-ce que font
les anthropologues en exercice un peu partout dans le monde et comment ils peuvent contribuer à des contenus qui sont en lien avec leurs recherches actuelles. Mais Alors là, aussi, ça veut dire bien des choses, ça. oui, ben, je t'interromps, mais pour dire que quand tu m'as demandé d'en faire des entrées, je me suis dit comment est-ce que je fais de manière anticanonique et j'ai décidé que ce que j'allais faire, c'est de prendre des concepts qui sont des concepts classiques dans le domaine de l'anthropologie linguistique, style plurilinguisme et dire, mais bon, alors là, c'est quoi les débats, c'est quoi les conflits et comment est-ce qu'on peut expliquer les conflits autour de là pour justement montrer que les concepts sont issus de certaines conditions sociales, certaines conditions historiques. Donc, je vois ça aussi dans la vision du dictionnaire. C'est tout à fait ça, mais c'est aussi euh, tous les concepts, toutes les notions n'ont pas la même histoire. Alors pour nous, pour certains concepts, certaines notions ou des champs même de la discipline, on veut bien qu'on ait un retour, finalement, qu'on historicise les contenus, qu'on regarde l'évolution conceptuelle d'un contenu donné, mais aussi qu'on mette à jour, c'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Alors, on a ça, mais on a aussi des notions, des concepts qui émergent et qui n'ont pas beaucoup d'histoire. Alors, ça aussi, ça nous intéresse énormément d'entrer dans des contenus plus ponctuels, plus actuels, au sens où tout d'un coup, un mot émerge et puis on se dit, ce serait intéressant. Avec des contributeurs et des contributrices qui sont pas forcément toujours les mêmes, Qui sont des... surtout pas toujours les mêmes. Là, on a à ce jour, on parle de contributeurs, ça veut dire les gens qui écrivent à un, à deux, à trois personnes. Ça veut dire aussi des gens qui vont évaluer, nos lecteurs privilégiés. Donc, on a à ce moment-là environ 500 collaborateurs qui, à ce jour, tournent hein, autour du dictionnaire. Euh, Rares sont les personnes qui écrivent plus qu'une entrée. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Donc, à chaque fois, ce sont de nouveaux contacts, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. On parle d'une vingtaine de pays, bon, surtout dans la francophonie, mais pas seulement. On parle actuellement de 250 entrées qui sont achevées avec un potentiel de 300 qu'on espère finalement pouvoir livrer à l'automne 2025. Et on parle à chaque fois de textes plutôt courts, donc de 2000 mots. Donc, certaines encyclopédies font des textes, c'est quasiment des articles très, très longs, alors que nous, on a choisi un format qui peut-être est adapté au web aussi, qui est déjà long pour le web, mais quand même qui respecte quand même ce qu'est la science avec la présence de contenu assez consistant. Alors, Francine, est-ce que ce serait possible de donner quelques exemples concrets de ce qui serait donc anticanonique, quelle serait vraiment l'image de marque du dictionnaire? Eh bien, au-delà des termes plus convenus, par exemple, présenter des champs de la discipline, parlons d'anthropologie du numérique, anthropologie multimodale, anthropocène, émeute, esclavage contemporain, féminisme décolonial, hétérosexisme. Est-ce que des termes comme ceux-là, concepts, est-ce qu'ils auraient été présents dans les dictionnaires antérieurs? Je ne suis pas certaine, surtout pas dans le monde francophone. Donc, ça vous dit hein, la direction. Mais on peut parler aussi de la place qu'on donne aux anthropologies du monde. On y reviendra. Alors, ces contenus-là, c'est certainement un aspect très important des innovations que représente Anthropène, mais il y a aussi des aspects techniques, politiques, de contenu aussi, j'imagine. Est-ce que ce serait possible pour toi, Francis, de nous parler un petit peu d'autres domaines dans lesquels vous travaillez pour innover? En fait, je le répète, hein, pour nous, c'est de regarder dans quoi sont engagés maintenant les anthropologues. Bien sûr, on fait des demandes hein, pour avoir des contenus qui vont
faire le tour, hein, un grand tour de la discipline, mais lorsque on veut aller du côté vraiment très précisément de contenu plus ancré dans les questions politiques aussi qui habitent la discipline, bien là, quand on a des termes comme extractivisme, comme féminicide, comme Black Lives Matter, pas besoin hein, de beaucoup discuter pour comprendre que le dictionnaire n'est pas innocent politiquement. Habituellement, un dictionnaire se veut innocent politiquement et il se veut être un peu au-dessus de. Donc, on parle d'une vision plutôt verticale. Nous prétendons aller du côté de l'horizontalité, sachant qu'il y a un jeu entre le vertical et l'horizontal pour nous, mais on veut au fond euh, prendre cet outil comme euh, un moment aussi, hein, comme un portrait du moment dans lequel se trouve maintenant la discipline, avec tous les débats qui nous concernent maintenant, le souci pour l'indiversité dans ce monde, le souci pour qu'est-ce que c'est que l'impluralité maintenant. Donc, on a une vision un petit peu kaléidoscopique. Hein? Euh, Et donc ça, c'est en termes du contenu, de la prise de position politique. Tout l'aspect technique, le numérique, le multimodal, c'est quoi le lien? Le lien, ben, c'est que ce sont des développements qui s'offrent à la discipline maintenant sur les manières de faire les terrains, sur les manières de diffuser la connaissance, mais les manières aussi d'interroger le numérique lui-même. Nous sommes un outil qui est ancré dans le contemporain, mais dans le numérique, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas des questions. Par exemple, quelle sera la réalité d'Anthropène dans 10 ans avec l'intelligence artificielle? Bon, je voudrais rassurer tout le monde. Quand on fait une recherche sur l'un des termes qui est publié dans le dictionnaire, faites l'exercice de voir qu'est-ce qu'il y a du côté de l'intelligence numérique. Ben, il n'y a pas photo. C'est vraiment extrêmement différent, d'autant plus qu'on passe par toutes les étapes habituelles d'une publication scientifique avec les évaluations, etc. Donc, ça donne un ton qui est tout à fait autre, mais nous sommes bien sûr critiques même du numérique, même de ce qui nous, finalement, de la maison dans laquelle on se trouve avec toutes ces portes ouvertes, parfois trop ouvertes. Mais est-ce que ce côté-là, est-ce que ça peut poser problème en ce qui concerne l'accès aux outils dans la mesure où le projet se veut inclusif? Est-ce que l'accès aux technologies, est-ce qu'à la fois ça permet de faire certaines choses, mais est-ce que tout le monde peut participer sur un pied d'égalité? Eh bien, je voudrais vous dire oui, parce que théoriquement, c'est la réalité. Dans les faits, c'est un outil qui relève de la science et non pas seulement de débats journalistiques. Donc, ça veut dire que les invités sont vraiment des gens qui sont installés dans l'académie, qu'ils viennent d'un horizon ou d'un autre. Donc, on ne regarde pas beaucoup en autant que les gens sont des professeurs en exercice avec leurs étudiants. Alors, à eux de choisir leurs collaborateurs, à eux de choisir s'ils travaillent avec l'une ou l'autre des minorités, par exemple, hein, présentes au Canada, eh bien, ou ailleurs dans le monde, à eux de le faire aussi. Mais d'abord et avant tout, puisque dans la partie, je dirais, plus canonique, je tiens beaucoup à ce que on parle d'un dictionnaire, donc on présente des champs, et vous savez, c'est pas si évident que ça pour la plupart de nos auteurs d'écrire un article dans un outil qui s'appelle un dictionnaire. Beaucoup doivent ajuster le ton, doivent ajuster le style, et il y a une dimension pédagogique. Au fond, on peut pas, ce ne sont pas des essais sur tel ou tel domaine ou tel terme ou telle forme d'anthropologie. Ce sont vraiment euh, des définitions commentées, on va dire, hein, et largement. Et peut-être qu'on pourrait terminer cette partie pour revenir sur la question linguistique, évidemment, qui m'est chère. Parmi les innovations que nous avons certainement discutées, c'est Oui, le problème de la langue. oui. C'est le problème de langue, mais il n'est pas seulement linguistique. Il est linguistique puisque, bon, par exemple, on se situe au Canada
et on souhaite le plus possible la participation de tous les collègues canadiens. Ben, même là, on a une difficulté qui n'est pas à commenter. On connaît cette histoire. Lorsqu'on publie en anglais et qu'on est francophone, bien, on fait le mouvement pour aller vers. Tandis que dans l'autre sens, c'est parfois, souvent, beaucoup plus difficile au Canada, mais ça peut être le cas aussi ailleurs dans le monde, puisque nos collègues asiatiques sont principalement anglophones lorsqu'ils parlent une deuxième langue, et ce n'est pas évident de les attirer vers un contenu francophone. Ça va être plus facile avec l'Amérique latine. Avec l'Afrique, on va avoir d'autres sortes de complications qui sont très politiques, qui sont très ancrées dans les questions coloniales toujours actuelles. Donc, on a un paysage de complexité. Mais l'autre paysage, c'est aussi, euh, au fond, comment utiliser tout ce dont on a à notre disposition pour faire faciliter la chose. Faciliter que dans le contexte francophone, nous puissions ouvrir au monde, et dans le monde, toutes nos publications et que ce soit simple. Ça ne l'est pas. Il y a des questions financières encore pour l'instant qui sont majeures. On ne peut pas tout faire. Donc, pour l'instant, on publie le plus souvent qu'on le peut de l'anglais vers le français ou maintenant de l'espagnol et du portugais vers le français. Et Mais évidemment, c'est une question financière qui est aussi reliée aux bailleurs de fonds et leur idéologie de soit on publie en français, soit en espagnol, soit en portugais, soit en swahili, soit en whatever. c'est un de Mais mes sujets préférés. Utilise ça. il y a personne les bailleurs de fonds ne fonctionnent pas idéologiquement de manière plurilingue. Mais au Ben, moins, c'est le pire que dictionnaire. ça. C'est pire que ça. C'est qu'au Canada, et je mettrais l'auditoire cascaïen au défi par rapport à ça. On n'est pas, n'est-ce pas, on ne se conçoit pas au Canada et au Québec comme des producteurs de contenu à visée un petit peu universalisante. On va dire que la posture habituelle du dictionnaire, on a parlé d'aspect canonique tout à l'heure, ben, c'est de se dire on va définir nous. Alors, c'était ça le geste politique de mon point de vue, c'était de partir d'un outil aussi impossible ou peu possible au Canada, en anthropologie tout au moins, et de se dire on va le faire à partir d'ici. Eh bien, là, on va se, on va rencontrer tous les problèmes de l'édition canadienne, Ben de voilà, l'édition québécoise. ça jette une lumière sur des problèmes de longue date Oui, institutionnalisés. Donc, merci Francine. Je pense que ça nous donne une très belle idée des défis, mais aussi des objectifs qui sont vraiment une source d'inspiration. J'espère que ça va être une source d'inspiration pour tout le monde. Pourrais-tu nous parler un petit peu de comment tu vois les choses maintenant évoluer, l'avenir proche, l'avenir à moyen terme? avec plaisir. Alors, bon, il faut toujours se rappeler qu'Anthropène commence de manière très, très modeste. On est deux personnes, moi-même et Mander, à commencer le développement de ce dictionnaire qui va être publié à partir de 2016 déjà. Ça se transforme en 2020, on intègre OGS, on fait une refonte du site web et on fait au fur et à mesure hub, des colloques, séminaires, conférences. On a obtenu des financements de différents endroits et du CRSH. En 2025, l'idée, c'est d'avoir terminé la première phase d'Anthropène et d'arriver à ce chiffre magique du 300 entrées. Pourquoi 300? Parce qu'en examinant d'autres publications pour ce que nous souhaitons faire, c'était un chiffre tout à fait raisonnable. On va lancer au moment de la semaine du numérique au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, cette première livraison du dictionnaire et on va lancer la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, eh bien, qu'est-ce qu'on va y faire? On va augmenter très certainement les contenus
du dictionnaire par l'ajout de ressources liées aux entrées, l'ajout d'images, de vidéos. Donc, on va rendre l'outil beaucoup plus multimodal qu'il ne l'est actuellement. On espère transformer sa face publique, c'est-à-dire celle que l'on consulte quand on n'est pas en train d'écrire une entrée pour le dictionnaire. Donc, il y a deux morceaux là pour utiliser le dictionnaire, soit comme le grand public, soit comme auteur ou évaluateur. Et là, on voudrait, et ça c'est un rêve pour moi, j'ai utilisé le mot kaléidoscope. Je parle beaucoup de vision sphérique, c'est-à-dire quand on consulte tous les dictionnaires qui sont en ligne, ce qu'on trouve, c'est des listes. Et c'est un peu triste, n'est-ce pas? Considérant, c'est loin ça de la vision qui habite, dans le fond, le dictionnaire pour aborder la pluralité. Comment travailler la pluralité? Et l'exemple le plus incroyable, c'est vraiment les anthropologies du monde qui contribuent, à mon avis, à bien montrer ce que peut être finalement un dictionnaire d'anthropologie, puisque là, on a anthropologie colombienne, anthropologie euh, brésilienne, anthropologie haïtienne, pour parler de quelques-unes. Et c'est toujours de l'anthropologie et c'est jamais la même chose. Alors là, on Et a sachant aussi que les anthropologies sont pas nécessairement, ça ne correspond pas forcément aux aspects nationaux, aux frontières. exact, exact. Et parfois, oui, mais en fait, c'est compliqué et on va le voir en consultant tout ça. Donc, on se rend compte que, au fond, si on avait une présentation qui est beaucoup plus sphérique, qui nous amène sur un groupe d'entrée et qui nous amène à consulter beaucoup plus facilement qu'à travers une liste déroulante, là, c'est un peu triste. Alors, donc, visuellement, on veut beaucoup travailler la nouvelle face pour du dictionnaire pour faciliter la recherche, mais aussi la vision, la visualisation, deux choses différentes de, de ce qu'est l'anthropologie maintenant. Donc ça, c'est un travail qui est à la fois technique et épistémologique. Là, on va entrer dans quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a fait à ce jour et ça n'empêchera pas de poursuivre le travail de publication. Ça, c'est l'équipe à venir qui va comprendre certainement des membres qui sont déjà présents dans le dictionnaire, mais aussi la direction qui va décider avec les autres là, de comment finalement cette évolution, au-delà de ce que je suis en train de dire, va se faire. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas pour l'instant les auteurs. On n'a pas Marcel Mauss, là, hein, on n'a pas Franz Boas, hein, on n'a pas les grands noms de l'anthropologie, on n'a pas les aires culturelles. C'est des choix qu'on a faits, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être requestionnés et ouvrir à de nouveaux contenus qui présentent de manière très panoramique. Donc, on a sphère et panorama où c'est Ben, deux choses qui peuvent aller ensemble si on les visualise très bien.